bonsoir à toutes et à tous. Alors là, comme entrée, je crois qu'on m'a jamais fait ça. C'était formidable. C'était préparé ou pas? Non, même pas, hein. Bon, je suis toujours dans l'improvisation. Et d'ailleurs, je serai en spectacle la semaine prochaine. Non. Stand-up. D'accord, bon bah c'est noté, hein. Donc, on viendra te voir. Bah, je te remercie en tout cas de ce lancement. Bah déjà, je te salue toi parce que c'est grâce à toi que l'émission se fait ce soir à l'antenne et tu participeras bien sûr au pronostic. Donc bonsoir à toi, Chris. C'est surtout grâce à toi. Merci de ton invitation. Ah, de rien, c'est normal. Bonsoir à Stan, mon collègue de Liberté pour les auditeurs. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à Alexandre, c'est un petit nouveau, je pense que c'est une voix qui a déjà été entendue sur RTS, qui était partie et qui est revenue. Et donc je suis pas sectaire, un grand supporter de l'OM et je t'invite quand même, t'as vu? Bon, ouais, bonsoir, c'est gentil. Ça va? Ça va et toi? Et bienvenue dans l'émission en tout cas. Merci. Pour ta première dans vos pronos. Je te remercie. Merci avec plaisir. Normalement Domenico devrait arriver dans 5 à 10 minutes, il m'a dit, donc il devrait pas trop tarder. Donc Stan ou Chris, dès que vous voyez qu'il arrive, n'hésitez pas à le faire rentrer dans la conversation. Et t'es sûr, Alexandre, il est supporter de l'OM, on n'a pas entendu au niveau de la voix, je pense. Ouais, ça se voit pas, hein. Si, bien évidemment. Non, mais parce qu'on a Anthony qui a un accent un peu plus, un peu moins prononcé que le tien en tout cas. Et bien sûr, je vais. Et juste pour le resituer sur les historiques de RTS, c'est à la grande époque de Louis Crépeau, de Christopher, qui commentait les lives de football avec toi, Alexandre. Donc, Tout à fait. Pour leur situer sur les ancêtres et les dinosaures, qui sont parfois de nos auditeurs aussi. Donc, il faut ménager leur susceptibilité, Alex. Hein. Tu sais comment ça marche. On les a dépoussiérés, on les a ressortis, c'est ça, des cartons. Exactement. Et surtout, je remercie Thomas aussi en off qui fait le podcast et donc qu'on retrouvera demain sur la page d'Avoprono et de RTS bien sûr. Et déjà, je voudrais, avant qu'on commence l'émission, revenir sur la semaine avec surtout quelqu'un qui a été assez en forme. On n'a pas tous été très bons. Moi, le premier, la semaine dernière, j'étais deuxième derrière Ludovic. Mais cette semaine, j'ai pas été bon du tout. J'ai même été dernier, comme quoi, hein, tout change. Et Chris, toi, t'es arrivé premier avec 8 bons pronos sur 15. Et pour 1 euro joué, parce qu'on part sur des bases d'1 euro, comme d'habitude, 5 euros de gagné. Et Ludovic, derrière, est à 8 sur 23 avec 2,74 euros. Et après, il y a Anthony qui est à 8 sur 21 avec 1,14 euros. Et Stan, qui est à 7 sur 16 avec c'est toi qui commence à être négatif avec 0,28. En gros, t'as perdu presque 1 euro. Mais pour le coup, t'as pas été très présent, je crois, sur les pronos cette semaine. Donc t'as des circonstances atténuantes, on va dire. Et normalement, Ludovic, il devrait finir premier sur les JO au niveau des pronos sur les 2 semaines. Parce que là, il est deuxième, il a fini premier la semaine dernière. Il a été assez régulier, on va dire. Avant de commencer par la partie football tout à l'heure, parce qu'on va faire une grande page Ligue 1 qui reprend dans quelques minutes, dans 10 minutes à peu près. Oui. Je vais chuter au classement. On va parler bien sûr de la finale de basket qui va opposer la France aux USA. On va en parler, mais avant, je vais donner la parole à Alexandre, qui va donc inaugurer sa première dans l'émission avec, je sais que tu as les compos, il y a Montpellier-Toulouse qui ouvre la saison, donc donne-nous les compos. Alexandre? Oui, alors pour le Montpellier Hero Sporting Club, un 4-2-3-1 concocté par René Girard, avec dans les buts Jourdain, en défense Congré, un ancien de Toulouse qui affronte donc son ancienne équipe. Dans l'axe, Yann Gambiwa associé à Hilton, Jeune Chang qui jouera à la place de Béjimo qui a été papa hier soir, donc mis au repos ce soir par René Girard. Au milieu, Saï Estambouli, le centre de formation titulaire en puissance, avec Souleymane Camara en attaque, Kabela, Utaka et celui qui tentera de faire oublier Olivier Giroud, l'Argentin Herrera. Du côté du TFC, c'est un 4-5-1 classique concocté par là aussi Alain Casanova. Aurier, Zebina, Abdenour, Mbengue en défense. Capou qui pourrait partir au milieu de terrain avec Sissoko, Dido, Syriac, Setabanou et Rivière, seul à la pointe de l'attaque de Toulouse, qui jouera probablement en contre cette équipe de Montpellier. Voilà. Sur les absents, côté Montpellierin, Mounier, Bocali, Belanda sont blessés. Estrada suspendu, ça fait quand même 4 joueurs importants de l'effectif qui sont absents ce soir pour
pour la reprise de la Ligue 1 et leur première journée à domicile à la Mosson, face à Toulouse. D'accord, ouais, bon, le champion qui est attendu au tournoi un petit peu face à une équipe de Toulouse, comme tu me disais tout à l'heure, qui est encore cette année, à mon avis, va être dur à bouger parce que c'est du solide. C'est peut-être pas génial au niveau du jeu, mais c'est quand même solide. Ça va très vite en contre du côté de Toulouse, et puis c'est une équipe très athlétique avec des joueurs comme Sissoko, Mbengue, Abdenour, c'est des joueurs qui ont l'expérience de la Ligue 1 et qui a un groupe qui a pas beaucoup bougé durant le mercato et qui peut peut-être s'installer dans la première partie de tableau du championnat. Exactement. Donc voilà, de toute façon dès qu'il y a un but ou qu'il se passe quelque chose, n'hésite pas à intervenir. Nous on va commencer la première partie avec bien sûr les JO qui touchent à leur fin, ça finit dimanche avec il y a la finale de basketball et puis c'est quand même une bonne surprise l'équipe de France féminine qui est en finale. On les attendait peut-être pas aussi bien. Elles ont vraiment été très impressionnantes, surtout sur la demi. Et on peut dire que c'est une équipe vraiment intéressante à voir jouer, mais malheureusement, ils vont jouer sur les États-Unis. Et c'est du très lourd. Et d'ailleurs, les États-Unis, on peut quasiment pas les parier parce que la cote est à 1,01. Et la France, la cote est à 12. Donc, moi, je sais pas, toi, Chris, qui suit les JO intensément, est-ce que tu donnes une chance à l'équipe de France féminine ? Aucune. On peut toujours mettre 1% de chance, quoi. On peut toujours essayer de dire oui, mais c'est le sport, c'est la glorieuse. Objectivement, elles n'ont aucune chance. Donc, ce qui va être intéressant, ce sera de pronostiquer sur. Comme je vous dis, le 1%, c'est au cas où il y a trois cadres de leur équipe qui se blessent. Et le problème, c'est qu'elles ont un banc avec toutes des professionnels qui jouent dans le championnat américain. Donc, à la limite, même s'il y a 3 graves blessures, elles seront encore favorites. Donc, le mieux, quand même, je pense, puisqu'ici, on parle de sport et c'est amusant, mais on parle aussi de pronostics et de gains à obtenir. Le mieux, c'est de miser sans doute sur un score au niveau de cette rencontre. Et miser. En fonction des susceptibilité, il y en a qui verraient une victoire serrée et d'autres une victoire très large. Ça, ce sera la susceptibilité des uns et des autres, la perception. Moi, ce que je te propose, c'est que, par exemple, moi, j'ai joué les États-Unis par plus de 20 points à 1,70. Sinon, Anthony, il a misé sur la France, même si, à mon avis, ça sera difficile. Ou l'équipe de France qui ne perd pas, qui perd, mais par moins de 21 points, et la cote à 1,80. Quant à Ludovic, lui, il mise les USA aussi. Je sais pas moi, parce que tu voulais miser sur quoi ? États-Unis avec un écart de points ou t'as la marge du vainqueur sinon ? Moi non, malheureusement, j'ai pas la marge du vainqueur, mais non, moi je verrais plutôt. C'est très difficile et en général, tu sais comment ça se passe, les sites responsables des pronostics, ils mettent la marge de 20 points parce que c'est plus ou moins à ça que ça devrait jouer. Ouais. C'est de savoir est-ce que ce sera au-dessus ou en dessous. Donc ils font des pronostics en fonction de ça. Moi je verrais bien. Et c'est un petit risque parce que je pense pas que ce sera vraiment ça. J'ai pas l'impression que les États-Unis vont vouloir humilier leur adversaire. Moi je vois bien les États-Unis l'emporter avec plus de 20 points d'écart, mais c'est en fonction de cette marge-là, mais. J'aurais plutôt dit 10, mais bon, voilà, puisque c'est la proposition. C'est 1,70, c'est ça. Donc, je vais prendre ce petit risque-là. Parce que, honnêtement, c'est rare des finales avec des humiliations. Oui, c'est le baromètre qui est proposé, je pense. Par plus de 20 points ou alors par moins de 21 points. Mais d'ailleurs, par plus de 20 points, ça a déjà baissé. C'est à 1,65. Ça a baissé déjà depuis 2 heures. Là. Je vais quand même mettre par plus de 20 points. Peut-être qu'il y a eu une blessure dans l'équipe de France. Pourquoi ça aurait blessé, je n'ai pas eu d'informations en tout cas. Je vais rester par plus de 20 points. Ça devrait jouer aux alentours de 15, entre 15 et 20 points, donc, ou 15, 20, 25, quoi. D'accord, ok, c'est noté. Alexandre m'a déjà dit qu'il suivait pas le basket féminin, donc j'ai très peu suivi, donc je préfère pas donner d'avis qui peut tout fausser. En fait, si je pourrais résumer très rapidement, les Françaises, elles ont eu un peu de mal à rentrer dans la compétition. Elles ont eu, objectivement, il faut le reconnaître, un tableau assez ouvert, très dégagé. Elles n'ont pas joué contre les Américaines avant la finale, donc les Américaines, elles battent quasiment tout le monde. Par contre, c'est vrai qu'il y avait vraiment eu cet épouvantail russe. C'était vraiment un vrai test pour les Françaises. Et elles l'ont brillamment obtenu. On les appelait souvent, je ne sais plus comment on les appelait, les escrocs, je ne sais plus, les braqueuses, parce qu'elles gagnaient péniblement leur match. Et c'est vrai qu'il y avait ce sentiment-là. Et par contre, en demi-finale, ça a été vraiment différent, puisque là, elles ont complètement dominé leur adversaire. Voilà, si je pouvais résumer leur parcours très rapidement, les Américaines, elles sont égales à elles-mêmes. Je pense qu'elles ont gagné les 4 médailles d'or. Depuis, donc, ça fait, vous comptez, ça fait 20 ans qu'elles sont championnes olympiques en basket féminin.
Ouais, donc c'est quasiment mission impossible, ça va être vraiment relevé. Petite question technique, Stan ou Chris, un de vous deux, si vous pouvez mettre dans la conversation Domenico qui est arrivé pour qu'on puisse le recevoir à l'antenne. Allez, c'est parti. Ça sera sympa. Merci. Bah justement, tiens Stan, toi t'as un prono pour ce match-là? Enfin, je pense que t'en as un, bien sûr. J'en ai un, mais il va pas être extraordinaire. Hein, donc, les Américaines, hein, avec le maximum de points. Maximum. C'est-à-dire avec plus de 20 points, quoi. Ouais, je pense Ouais. aussi. D'accord. En sachant qu'on peut, comme je dis, la marge du vainqueur, mais alors là, c'est très très dur comme pronostic. Domenico est arrivé à l'antenne? Oui. Bonsoir. Salut, bonsoir à tous. Retardataire. Hein Ciao. Il va être puni. Je me fais désirer. Pour la peine, on fera pas de page italienne. Ah mince, bon bah. Et tu nous feras une page, je sais pas moi, bobsleigh. Bobsleigh. Bon bah écoute, je me mets sur Wikipédia et puis je te fais ça dans 10 minutes. Plaisante, bien sûr. Merci d'être là encore en direct pour la deuxième semaine consécutive. Ça change des podcasts. Là, t'es dispo. Je pense que toi, tu suis comme un petit peu les JO. Qu'est-ce que tu penses du match USA-France? Toi aussi, tu vois la France mal barrée pour cette finale, je pense. Ah, ça va être dur de bouger les Américains sur les sports collectifs. On a vu que ce soit même au volley, au JO, les féminimes. C'est vrai que c'est des équipes qui sont en place et puis qui gagnent. Hein. C'est malheureusement, ils sont là de partout. Donc c'est vrai que là, au niveau du basket, les Françaises ont fait un très bon parcours, surtout avec cette belle demi-finale. D'arriver en finale, c'est déjà extraordinaire. Mais je pense que l'expérience des Américaines va surtout payer dans ce genre de compétition. Et je vois la France, ça va être mal barré pour la finale. Et donc tu miserais sur quoi? Par plus de 20 points, moins de 21 points? Non, moi moins de 21 points. Non, je pense que la France va quand même faire honneur. Elles vont pas se prendre une raclée. Ça va être dur de rivaliser. Elles vont faire tout ce qu'elles peuvent, mais moins de 21 points. Je sens pas la grosse débâcle. Non, moins de 21 points pour moi. D'accord, ok, c'est noté. Alors que Thomas en off, lui me dit que... Alors il m'a dit les États-Unis par moins de 10 points tout à l'heure, maintenant il dit la France. Donc, je pense que on peut faire confiance à Thomas, il a l'air très sûr de lui. En fait, c'est au gré et à mesure que je suis pessimiste, et donc là il va dire la France avec plus de 50 points, vu ce que je vais dire maintenant. Non, parce qu'en fait, il y a deux logiques qui s'opposent. C'est vrai qu'en finale, c'est très rarement des humiliations. C'est très très rare d'assister à une humiliation finale, sauf quand il y a les États-Unis qui opposent une nation en finale. Mais c'est excessivement rare. En plus, je ne crois pas que ce sera l'objectif des Américaines d'humilier les Françaises. Donc ça, c'est le point positif pour ceux qui mettraient moins de 20 points. Le point négatif, c'est de dire, et c'est ce que je crains moi personnellement, c'est pour ça que je dis que ça va jouer entre 15 et 25 points, c'est que les Françaises ont déjà réussi leur tournoi. Alors certes, elles disent qu'elles n'ont pas la pression, mais quand on a réussi ce tournoi-là, quand on obtient une médaille inespérée, il y a un côté quand même où on est, et quand on joue contre un ogre, il y a un côté où psychologiquement, on a déjà réussi son parcours. Les Américaines, elles n'ont pas encore réussi leur parcours, donc elles doivent encore prouver des choses, ce qui n'est pas le cas des Françaises, ce pourquoi je suis pessimiste ce soir. Thomas, je crois qu'il a fait évoluer son pronostic maintenant, les Françaises avec plus de 50 points d'écart. Non, je vois qu'il dit en off, il me dit que, enfin, vous le voyez aussi, vous, ceux qui participent à l'émission, mes spécialistes entre guillemets, que en demi, contre l'Australie, ils ont raté leur première mi-temps. Mais même en ratant leur première mi-temps, ils ont quand même gagné le match. Donc, et puis sur une finale. Et comme tu dis, les USA, ils n'ont pas le droit à la défaite. Et c'est vrai que la France, en même temps, la France peut jouer libérée parce qu'elle a rien à perdre, même si quand tu arrives en finale. Bon, là, c'est face aux USA, mais t'es en finale, t'as envie de la gagner, je pense. T'arrives pas en te disant, bon, le boulot est fait, c'est un match amical. Hein. Elles sont complètement outsiders, c'est certain. Elles n'ont absolument rien à perdre. Mais c'est ce que tu dis est vrai. C'est-à-dire que les discours de façade, on les connaît tous, et c'est normal. Et elles auront moins à perdre que les Américaines, puisqu'elles seront outsiders. Et tu me dis ce que tu veux, hein, mais je pense que quand tu es en finale olympique, même dans un sport collectif, psychologiquement, quand même, tu dois ressentir la pression. Donc, à mon avis, et c'est pas rare que dans tous les sports, d'ailleurs, l'outsider craque complètement en finale, sans que le favori joue bien. Et c'est un peu la crainte qu'on peut avoir. Maintenant, au niveau tactique, je partage plutôt ce que peut dire Thomas, et sur un certain scepticisme, mais il faut quand même être précis aussi, les Américaines, elles ont été extrêmement précises au tir. Je pense qu'elles ont des forces dans tous les compartiments du jeu, là où, par exemple, en France, on a 1 à 2 bonnes tireuses à 3 points. Les Américaines, elles sont 3, 4, si vraiment, si j'ajoute le banc, je dirais 4. Donc, 4 très, très, très bonnes tireuses. Donc là, bon, on parle peut-être presque pas de la même catégorie, malheureusement. Je suis très sévère.
J'essaie d'être réaliste. Quelqu'un a encore un mot sur cette finale? D'accord, j'ai compris. On va passer à la page Ligue 1, la grande page Ligue 1. Mais avant, je vais donner la parole à Alexandre. Le match est parti, il me semble. Oui, 30 secondes que le match a débuté entre les Montpellierins et les Toulousains, donc à la Mosson. Le stade n'est pas plein. À ma grande surprise, je pensais que le stade serait comble pour le champion en titre, mais apparemment c'est pas le cas et c'est parti. Là, les Toulousains qui gardent bien la balle, comme à leur habitude, solide d'entrée de jeu. D'accord, merci. Dès qu'il y a un but, tu nous dis. Et on va passer à la Ligue 1. Là, on va passer aux choses sérieuses parce que alors là, demain c'est la grande soirée qui redémarre, même s'il y a un match ce soir et La grande soirée in. Ouais, c'est ça, comme tu dis. Et surtout, faut à noter que dimanche, il y a Reims-Marseille. Donc, tous les matchs ne sont pas demain parce qu'il y en a un ce soir et un dimanche. Et donc, j'ai choisi de parier déjà sur qui remportera la compétition, donc qui sera champion en fin de saison pour succéder à Montpellier. Alors, je sais pas si vous avez vu les cotes, mais bon, le PSG est à 1,30. Lille est à 8, Lyon à 10, Marseille est à 15, Montpellier, le tenant est à 20. Et après, ça score. C'est un Bordeaux à 25, Rennes à 40. Je sais pas, tiens, on va commencer par Stan. Allez. Même si, je pense que tu vas dire un peu comme moi. Ouais, non, logiquement, avec tout ce qui s'est passé, Paris devrait être champion. Donc, s'ils le sont pas, je comprends rien. Donc, logiquement, ils devraient être champion. Moi, j'ai oublié de le dire, mais moi, je sais pas, je suis du même avis. Même s'il faut se méfier, parce que l'année dernière, c'est pareil, on disait, oui, mais bon, avec l'équipe qu'il y a, ça serait surprenant. Mais bon, cette année, je pense ils ont construit une grosse équipe, à moins qu'il y ait quelqu'un comme Montpellier l'année dernière, une équipe qui peut être surprenante. D'ailleurs, Thomas me dit Lille. C'est vrai qu'il y a s'il y a une équipe qui est sur un bon rythme et qui peut créer une surprise, et à savoir si bien sûr si la mayonnaise va prendre. Mais bon, c'est clair comme tu dis, Stan, si le PSG est pas champion cette année, franchement, c'est à se demander comment ils pourront y être un jour au niveau de l'effectif. Même si bien sûr des vedettes ça fait pas tout dans une équipe. On l'a vu l'année dernière avec Montpellier. On va passer à toi, Alexandre. Oui, moi, un peu comme Stan, je vois Paris champion, évidemment, avec plus de 100 millions dépensés, plus de 110 millions dépensés lors du mercato. Et le reste. Et le reste déjà. Mais c'est vrai que le principal concurrent de Paris pourrait être Lille cette année. Parce que malgré tout, même s'ils ont perdu Eden Hazard, on connaît Rudy Garcia qui a quand même fait de Lille une équipe super attractive avec le nouveau stade surtout. Ça peut être une équipe qui crée la surprise. Donc je dis Paris, mais je dis attention à Lille qui peut aussi pour moi titiller Paris jusqu'au bout. Et Montpellier, vous le voyez plus du tout pour la lutte pour le titre, vous? Montpellier, je les vois finir pour moi 4 ou 5e, derrière Marseille et Lyon. Ouais, tu les vois quand même encore bien stagner quand même. Oui, je les vois quand même dans les 7 premières places. Ok, d'accord. On va passer à Domenico. Comment dire, c'est vrai que le Paris Saint-Germain, ils sont archi favoris. Et puis, avec les quelques renforts qui se sont faits, et puis c'est surtout des renforts très intelligents, parce qu'on soulignait l'année dernière les problèmes de carence défensive des fois des Parisiens dans l'axe central. Ça a été comblé avec Thiago Silva. Espérons qu'il ne se blesse pas, parce qu'en Italie, avec le Milan AC, malheureusement, il se blessait assez souvent, surtout dans les moments importants. Et c'est vrai que le PSG l'année dernière, à savoir s'il n'a pas été champion, c'est parce qu'il y a eu un changement d'entraîneur, changement de système de jeu, des joueurs qui ont été mis de côté, d'autres qui ont été remis, on va dire, entre guillemets, sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'après seulement, on va dire, quelques mois, ils sont sortis deuxième derrière Montpellier. C'est pas trop mal pour une première saison quand on sait que Manchester City, quand on a balancé pas mal d'argent, ils ont été champions qu'après 4 à 5 années. Donc c'est vrai que pour moi, Paris Saint-Germain champion, et les seuls qui vont pouvoir rivaliser en termes de joueurs, que ce soit sur le 11 de départ ou sur le banc, et puis surtout en termes de jeu avec un vrai projet sportif, ça peut être que Lille qui peuvent rivaliser. Après c'est vrai que Montpellier cette année, je les vois 3e ou alors 4e, mais sinon je les vois vraiment avec beaucoup de points de retard sur Lille et sur le Paris Saint-Germain. Je sais que Thomas va encore dire que il y a des fois on dirait un supporter marseillais, mais je vais essayer d'être objectif plutôt. Vous pensez pas que Marseille peuvent être dangereux parce que souvent, même pas avec une équipe formidable, ils arrivaient quand même à être sur le podium. Et à part la saison dernière, mais
parce que déjà on a vu qu'ils ont vendu à Loudiara, Oui. qui devrait être vendu là. On parle encore peut-être d'un transfert. Est-ce que c'est pas possible qu'ils prennent un ou deux bons joueurs et puis que Marseille quand même puisse être dangereux? Peut-être pas Ouais, pour le titre. déjà, il y a deux. Bah oui, mais c'est-à-dire qu'il y a deux débats dans un. Parce que si on parle du titre, on parle pas de l'Olympique de Marseille, on ne parle que d'un club. Ouais. Si on parle du podium, je dirais Marseille, comme tous les ans, est un candidat crédible au podium. Surtout que cette année, ça semble. Bon, c'est vrai qu'il y aura une forme de restructuration sportive. Mais Marseille, comme tous les ans, est un candidat au podium. Ça me semble inévitable. Je ne sais pas s'il y en a un qui s'oppose à cette affirmation. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce que malgré tout, si on regarde bien, il y a pas eu beaucoup de départs. Bon, on pourrait avoir les départs d'Aspi et de Mbia prochainement, mais en plus, je pense que cette année, on va être surpris que Bop, c'est-à-dire qu'il va à mon avis apporter du beau jeu, ce qui va changer un peu parce que c'est vrai que ces dernières années, on n'a pas eu énormément de beau jeu à Marseille, mais et notamment aussi, il faut noter quand même que Gignac, qui est épargné par les blessures, qui est en train de revenir en forme. Avec un grand Gignac et peut-être un Rémi au top de sa forme aussi, un bon duo devant avec ces deux joueurs-là, ça peut mener Marseille à finir pour moi à la 3e place. Enfin, ça fait beaucoup de si quand même. Donc, Oui, comme tu dis, Chris, mais c'est vrai, Chris, que au t'as vu raison. de la préparation, je pense qu'il y a des joueurs qui m'ont agréablement surpris. Mais après, voilà, c'était qu'une préparation, on sera très vite fixé. Voilà, exactement. Et puis, comme dit Chris, c'est vrai que j'ai plus parlé du podium alors qu'on parle du titre. C'est vrai que c'était plutôt à venir après ce qu'on dit. Mais c'est une bonne tactique le fait de, comme tu dis, de vendre Aspi ou Mbia alors que la saison commence. Ça, par contre, quand tu démarres une saison, c'est bien d'avoir ton groupe un petit peu avant. Et c'est peut-être un risque s'ils font ça, parce que bon. Après, il faut que tu retrouves des joueurs, que la mayonnaise prenne, c'est pas terrible. Hein. Bah, toi, Chris, donc tu vois qui champion? Je vais pas faire de la politique, mais si on calcule très vite la position en France, il faut quand même pas être grand clair et avoir fait bac plus 5 pour le connaître. Quand on voit que les Qataris, alors le calcul rapide, ils ont investi en un an, donc en un an, ils ont investi plus de 300 millions d'euros. Donc je parle des indemnités de transfert, des salaires et toutes les dépenses diverses, et pas que des transferts de cette année-ci. Alors quand un club comme le Paris Saint-Germain, avec la structure, c'est pas un club, on joue pas dans des pâturages avec une enceinte de 200 spectateurs. C'est déjà un club qui est structuré, où il y a une école de jeunes, même si on peut la critiquer. C'est un club qui a déjà une formation, une culture, une histoire, ce qui n'est pas le cas de... ça me fait rire la comparaison avec City, pardon, Domenico, je ne suis pas du tout d'accord. City, déjà, ils ont mis 300 millions d'euros en un an, mais c'était pas la Ligue 1, pardon. C'était pas Montpellier qui était leur principal rival, leurs principaux rivaux. Donc là, je pense qu'il y a quand même un monde d'écart entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Et surtout, City n'avait pas la même histoire, je trouve. Alors, personnellement, c'est un compliment que je fais au Paris Saint-Germain, que les Parisiens. Attention, parce que City, peut-être récemment, mais dans les années vraiment. Oui, c'est vrai. Mais je sais. C'est quand même une équipe qui avait même. Je suis d'accord. C'est pas comme plus Chelsea. Plus d'histoire que United, même. Hein. Ouais, oui, ils avaient une grande rivalité, je pense, il y a 30-40 ans, etc. Mais bon, ça s'est éclipsé pendant 30 années. C'est pas un club qui vient de nulle part, quoi, c'est ça. C'est clair, c'est pas Chelsea non plus. Donc là, il y a peut-être un point commun. C'est le seul point commun que j'y verrais, moi. Encore une fois, quand je trouve que, comme un club comme le Paris Saint-Germain, qui doit être structuré normalement pour être dans la colonne de gauche de la Ligue 1 chaque année, quand on voit les investissements, les noms qui sont venus et qu'on voit les investisseurs ont mis plus de 300 millions d'euros en un an, personnellement, s'ils ne sont pas champions, je pense qu'ils peuvent tous partir. C'est clair que ce serait oui, carrément un échec, ça c'est clair, cette saison. Parce que l'année dernière, on leur a plus ou moins pardonné parce que bon, voilà, il y avait longtemps. Beaucoup de changements aussi l'année dernière. Hein. Voilà, et ils arrivaient, mais là cette année, c'est clair que tu as une équipe, ils jouent le titre, quoi. C'est évident que ça sera un échec qu'ils finissent pas champions. Maintenant, on verra bien. Sinon, maintenant, justement, comme tu disais, Chris, tout à l'heure, là, on va parler du podium. Qui sera sur le podium, et là les cotes sont alors là Paris, ça sert même pas à rien de les jouer parce qu'ils sont 1,01. T'as Lille sur le podium, donc c'est 1,60. Lyon 2,25, Marseille 2,75, comme quoi donc Marseille a quand même une bonne cote pour être sur le podium, comme vous disiez tout à l'heure. Montpellier 3,75, Bordeaux 4, Rennes 6, et puis bon, après ça monte à Saint-Etienne qui est à 10, et Toulouse qui joue ce soir à 16. Moi sur le podium, je vois Lille à 1,60 et Lyon à 2,25. Et je vais te donner la parole, Stan. Toi, tu vois qui sur le podium? Dans l'ordre, je verrais bien Paris, Lille, Bordeaux. Ah, tu sens Bordeaux, toi, cette année?
Ouais, parce qu'avec la deuxième partie de saison qu'ils ont fait l'année dernière et dans la continuité, je trouve que c'est une équipe qui va créer une grosse surprise cette année. D'accord, c'est noté. Ouais, bah, ça sera une bonne surprise. Bah, Bordeaux, la cote est à 4, hein, donc c'est intéressant à jouer. Alexandre, toi, tu vois qui sur le podium? Moi, je vois Paris, premier, deuxième Lille et troisième Marseille. D'accord. C'est un pronostic ou un souhait? Enfin, pas pour Non, Paris, bien c'est un sûr. pronostic, hein, c'est pas. Non, non, c'est pas. Je suis objectif. Hein. Paris, je suis pas sûr que ce soit ce dont rêve Alexandre tous les soirs. Ouais. Ah non, 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 c'est sûr, mais. Bah, Mais je malgré tiens quand tout, même à vous c'est pas un souhait, c'est ce que je pense, vraiment. Ouais, t'es objectif. Bah, Voilà. à savoir que bah, Ludovic, lui, m'a dit PSG champion aussi. Par contre, lui, il voit Lyon et Lille sur le podium. Je suis assez d'accord avec lui. Et Anthony, bon, lui, il est objectif, mais il n'y arrive pas. Hein. Il est Lille champion et PSG et l'OM sur le podium. Donc, tu vois, C'est il arrive possible, pas. hein. Et quand même le PSG sur le podium. Voilà, voilà, c'est minimum, quoi. À mon avis, il a dû demander à quelqu'un de m'envoyer ce message, de rajouter le PSG. Il n'a pas voulu l'écrire lui-même. Il a fait copier-coller les lettres en les lisant sur les articles de journaux. Exactement. Les amis du désordre. Domenico, toi, tu vois qui sur le podium? Bah, sur le podium, bien sûr, Paris Saint-Germain en champion. Et puis deuxième, Lille et troisième, Montpellier. D'accord. Lille et Montpellier. Donc, tu vois Montpellier sur le podium cette année? Oui, Montpellier quand même, ils ont quand même gardé des joueurs comme Belanda. Ils ont gardé pour l'instant normalement Mbiwa, Bedimo derrière, ça peut être pas mal. Avec la nouvelle recrue là, celui qui marque pas mal de buts, celui qui joue en deuxième division il y a 6 mois de ça. Franchement, Herrera. Voilà, Herrera. Et j'hésitais, je savais pas si c'était Herrera ou Herrera. Et on attend. À dire celui qui joue en Ligue 2. Voilà, celui qui joue en deuxième division, il y a pas très loin de ça. C'est-à-dire, ils ont perdu quelques joueurs, mais ils n'ont pas perdu la structure Montpellier. Et Montpellier, c'est un club qui recrute pas mal avec Mounier, même si actuellement il ne joue pas ce soir. On va dire, ils recrutent pas mal dans leur style de jeu. Ils recrutent des joueurs pas parce que ils ont un nom, mais par rapport à leur façon de jouer qui colle bien avec le système de jeu de René Girard. Donc pour moi, Montpellier n'a pas tout perdu cette année et peut encore être sur le podium cette saison. D'ailleurs, bah, je tiens à dire que Thomas vient lui aussi de dire podium, Lille, champion, Paris et Lyon. Donc voilà, j'ai placé ce mot, j'ai compris à qui j'avais affaire. Bah, toi, Domenico, qui connais bien Anthony, t'es surpris qu'il donne Lille champion à la place de Paris? Non, mais c'est un choix du cœur, je pense. C'est totalement un choix du cœur, mais il faut être réaliste. Paris Saint-Germain, de toute façon, en Ligue 1, c'est vrai que tout à l'heure, je veux juste rebondir sur. C'est vrai que quand j'avais comparé par rapport à Manchester City, je comparais plutôt avec de l'argent. En une saison, on ne peut pas tout gagner. Et Paris Saint-Germain, l'année dernière, ne pouvait pas tout gagner dès la première saison, ce qui est normal. Il y a toujours un temps d'adaptation dans un championnat quand on arrive, surtout pour les entraîneurs, surtout pour Ancelotti qui connaît pas spécialement le championnat de France. Bon, donc il s'y met. Mais c'est vrai que c'était plus dans le projet de jeu. Et c'est vrai qu'avec l'argent, bah, Paris, en tout cas en Ligue 1, je vois pas qui peut rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Ils auront sûrement peut-être une ou deux défaites, voire peut-être successives dans la saison, une mauvaise passe. Mais Paris Saint-Germain sera champion quoi qu'il en soit. Bon, je te trouve quand même assez positif parce que bon, après, il faut que la mayonnaise prenne aussi. Puis, à mon avis, là, ils vont être attendus de partout. Et tu sais, hein, des fois, faut se méfier quand même. Hein. C'est vrai que ça peut être impressionnant sur le papier, mais sur le terrain, je me méfierais. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai été outré de voir un sondage sorti. C'était cet été là sur RMC où il disait est-ce que le PSG a d'ores et déjà gagné la Ligue des Champions? Déjà, qui remporte le titre de champion? Là, ils vont très loin quand même. Hein. Ouais, mais c'est clair, moi, ça m'a. C'est encore loin de Barcelone ou du Real, par exemple. C'est clair. Déjà que tu passes les poules, déjà, et on verra par la suite. C'est pas ça le problème. Par rapport aux poules, c'est le coefficient qui est pas extraordinaire. Ils seront pas protégés comme Voilà. les gros clubs européens. Mais je veux dire, ils risquent d'avoir une poule très difficile. Hein. Sauf comme City cette année. Ouais. Regardez bien, il y avait Naples et le Bayern. Cette année, ils étaient dans une poule, pardon, mais c'était pas une poule qui était insurmontable cette année. Non, ils ont fait n'importe quoi. Non, mais il parle de Manchester City cette saison. Ah oui, pardon, excuse-moi. Ah non, Paris en Europa League, la poule, je connaissais même pas certaines équipes. En Europa League,
Oui, comme City, c'est vrai. Enfin, City, ce qui leur manquait aussi, je trouve qu'il y avait aussi cette expérience de la Ligue des Champions dont souffert Dortmund et dont pourrait souffrir le Paris Saint-Germain. Parce que les gros clubs qui sont attendus en Ligue des Champions, et c'est un camp, c'est leur retour, à chaque fois, ils se vautrent. À chaque fois. Ouais, souvent. Ouais, toi alors, Chris, tu vois qui sur le podium? Écoute, moi je vois vraiment le Paris Saint-Germain sur le podium puisque je suis certain qu'ils seront champions, quasiment certain. Mais faut pas oublier un truc, je suis dans Avoprono, donc on est dans un truc de cotation. Tu me dis que le PSG coté à 1.01, pour le podium, hein, pour le podium. Sur le podium, j'ai pas envie qu'au mois de juin tu me dises bravo, tu as mis le Paris Saint-Germain, donc pour 1 euro de misée, tu gagnes 1 centime. Donc, si le PSG est champion, je te dirais bravo Chris parce que tu as parié le PSG. Ouais, oui, non. Donc, tout ça pour dire que je trouve que c'est inintéressant. Je déconseille de mettre le Paris Saint-Germain parce que si tu vas par là, mettre le PSG champion à 1,30, la cote est pas terrible non plus. Hein. La cote à 1,01 et 1,30, la cote est. Après, tu peux combiner. Non, mais après, je veux bien te proposer de mettre Reims champion, la cote est à 1000, mais je ne pense pas que tu aies beaucoup de chance de. Toi, c'est impossible. Il y a une énorme différence entre une cote à 1,01 et une cote à 30. On passe de 1 à 30% de gain quand même. Donc, sur le podium, je suis persuadé que le Paris Saint-Germain y sera, mais étant donné que je vois bien parmi les 3 clubs que je vais citer, forcément, il y en aura 2 qui seront forcément, selon moi, sur le podium. Je vais les miser les 3. Donc, ce sera Lille. Il suffit que j'ai un bug à ce moment-là. Lille, Lyon et Montpellier dans le désordre. Je suis quasiment certain, pour des raisons d'ailleurs que tous ont invoquées. En mettant c'était souvent un match entre Lyon et Montpellier, si j'ai bien compris, hein, sur le podium, parce qu'ils mettent quasiment tous Lille. Et pour les raisons que la plupart ont invoquées, je vois bien 2 de ces 3 clubs sur le podium. Donc je pense que si on mise ces 3 clubs-là, on aura forcément un très bon gain au mois de mai prochain. Moi, je suis d'accord avec toi pour Lille, on les attend. Moi, j'ai misé Lyon aussi, parce que je pense que Lyon, ils vont vouloir. Je pense qu'Olas, il a envie que son club revienne un peu dans les hauteurs. Mais bon, maintenant c'est un peu de l'inconnu Lyon aussi. Hein. On sait pas trop. On sait pas trop. À mon avis, Lille c'est plus une valeur sûre. Moi, je pense que comme vous disiez, ils vont être même c'est peut-être eux qui vont être les plus gros rivaux du PSG pour le titre. Je suis pas d'accord. À moins qu'on ait une surprise. Non. Je suis pas d'accord parce que moi personnellement, si j'avais dû mettre ma logique, là j'ai mis en fonction des pronostics parce qu'on est dans un jeu de pronostics où il faut gagner entre guillemets de l'argent ou en tout cas avoir des bonnes cotes. Mais si j'avais dû choisir ma logique, j'aurais mis Paris Saint-Germain et j'aurais mis Montpellier et Lyon à la place de Lille parce que il faut pas oublier quelque chose. Alors moi je trouve qu'ils ont vraiment fait quelque chose de très bien à Lille. C'est que la période des transferts en général, c'est un de leurs points forts, c'est qu'ils arrivent à très bien gérer ça. Faut pas oublier quelque chose quand même. Et j'étais un de ses détracteurs pourtant, mais Eden Hazard, en termes de l'importance qu'il avait sur chacun des buts, il était dans 60% des buts de Lille. C'est ça. Je suis curieux de voir aussi l'absence d'Eden Hazard, qu'est-ce que ça peut apporter. Parce que vous imaginez 60%, qu'est-ce que il change le match à lui seul. Il pouvait changer un match à lui seul quasiment. Et l'absence d'Eden Hazard fait que j'ai une petite réticence. Je les mets sur le podium malgré tout parce que ils ont fait un très bon mercato mais honnêtement, moi je verrais plus Montpellier et Lyon. Montpellier, j'ai un peu peur pour eux parce que comme il y a la Ligue des Champions, comme tu disais Alexandre tout à l'heure, ça va pas être évident pour eux. C'est très dur. Et en plus, les joueurs, c'est dur quand tu as un groupe de plutôt jeunes joueurs qui jouent le titre l'année d'après, l'année de la confirmation, où ils sont quasiment certains de ne pas reconduire leur titre. Franchement, psychologiquement, au niveau de l'osmose, on sait que c'est important parce que Montpellier, ils enchaînaient les victoires, donc quelque part, tu n'as pas le temps de douter. On a tous fait du foot à un niveau amateur, on sait comment ça se passe quand on gagne tous les matchs. Les consignes, on les écoute moins. De toute façon, on gagne, je veux dire, on est beaucoup moins impliqué. Et au niveau professionnel, ils ont le même cerveau que nous, même si le mécanisme est différent. Tout ça pour dire que vraiment, quand on n'a pas la spirale des victoires et quand on n'est pas premier et qu'on est un peu attendu au tournant, comme ce sera le cas de Montpellier, ça va être compliqué. Mais ils ont encore d'autres atouts qu'ont évoqué tes consultants un petit peu plus tôt dans l'émission. D'accord, maintenant on va passer à qui sera relégué. Alors ça c'est un peu dur, puis c'est un peu méchant parce que la saison a à peine commencé. C'est à peine commencé qu'on va dire à l'équipe on vous voit descendre. Moi j'ai misé sur 3 parce que je pense que ça va être difficile pour eux. La cote à 1,60. Ajaccio parce que l'année dernière ils l'ont échappé belle et souvent la deuxième saison c'est pas évident. Moi Ajaccio est à 2,30 donc et Brest parce qu'alors pour le coup aussi ils reviennent de loin la saison dernière et eux la cote est à 3. Stan, toi si c'est pas obligé hein, vous pouvez en donner 1 ou 2 ou même ne pas en donner si vous voyez pas qui descendre. Mais toi Stan, tu vois une équipe 2 ou 3 et lesquelles tu vois descendre? Je vois bien Brest suivre, peut-être Reims.
Je sais pas si on verra bien. Je vois Brest, Reims Marseille. et Auxerre. Non. Quand même pas. Ajax, non pas Ajaccio. J'aime bien les courses. Il reste qui? Bah, T'as 3, relégué, bah, t'as Reims, 3, Reims, Ajaccio, Sochaux. Sochaux est à parce 2,50, que il y a Sochaux a perdu Brest. beaucoup de joueurs. Oh, ouais, pas mal. Le FC, c'est chaud. Ouais. C'est chaud. Ça va être Pour c'est chaud, Sochaux, c'est chaud. C'est chaud. c'est toi, C'est Alex. chaud. Donc, Moi je vois, bah pas pareil. Reims 3 et Brest. Reims 3 et Brest. Ouais, je vois quand même Bastia rester parce que Bastia a quand même recruté des joueurs d'expérience et ils ont un bon groupe déjà à la base. Et, ça serait Puis c'est dur pas parce que évident d'aller jouer en Corse, c'est pas évident d'aller jouer en Corse aussi en plus. sur 2 promus, toi, sur 3 promus, t'envoies 2 descentes, ça serait. Oui. C'est inhabituel, hein. Souvent, les promus, la première année arrive à. C'est vrai, mais je pense qu'ils sont plus faibles quand même parce qu'il y a des équipes comme Nancy, même Evian, qui finira peut-être pas comme cette année, peut-être pas 9e ou 10e, mais qui se maintiendra quand même parce qu'il y a quand même de bons joueurs. Il faut Enfin, pas tout oublier. ça, hein, c'est très dur aussi à pronostiquer, hein, parce que dans la saison, Voilà, c'est ça. déjà en cours de saison, c'est dur des fois, donc imagine avant que On le a match. des blessures de longue durée aussi dans des clubs comme ça, sur des joueurs importants qui peuvent faire balancer. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire des joueurs. Quelque chose, les gars. Un club qui monte, la première année, c'est pas la plus dure, c'est la deuxième. Et c'est pas une connerie ce que je vous dis, c'est prouvé statistiquement. Parce que Ah oui, mais je l'ai dit juste avant, Chris. Je suis dans Ah oui, c'est pas une connerie, je suis tout à fait d'accord avec toi. non, parce qu'en général, on peut brasser des généralités, mais ce que je me suis beaucoup renseigné, j'ai fait des calculs et tout, et c'est dingue. C'est la plus dure année, comme je confirme ce que tu as dit, c'est toujours la deuxième pour un club qui. Oui, comme Grenoble par exemple. À l'époque, ils avaient fait une Evian, c'est-à-dire Allez, finir dans les les 9 exemples sont incalculables, Alex. Franchement, Oui, je sais, mais je me rappelle récemment de Grenoble par exemple. Grenoble, ouais, Ah c'est ouais, vrai. moi, je savais pas qu'il y avait carrément enfin pas des études, mais des chiffres qui le prouvaient, mais j'avais cette sensation-là aussi, et on l'entend souvent. Et toi, Chris, tu confirmes aussi, tu as vu. Et pas qu'en France. Pour dire la vérité, j'ai pas trop regardé en France, mais un peu partout, dans tous les championnats européens, de faible niveau et de niveau fort. J'avais fait ça il y a quelques mois, et j'avais été sidéré. Je pense qu'on passe du simple au double. Parce qu'à la rigueur, là, c'est vrai que ceux des promus, on va dire, c'est quand même moins de pression parce qu'ils montent. Donc, Et on passe du simple au double, c'est-à-dire à la limite sur 100% de clubs ou 50%, ou à la limite je vais dire 33% de clubs qui descendent la première année, 66% descendent la deuxième année. C'est hallucinant. Et toi, Domenico, alors, tu vois qui, toi, dans les 3? Bah, c'est vrai que moi je vois Sochaux parce qu'ils ont perdu et ils vont peut-être perdre bout de bouse normalement jusqu'à la fin du mercato si Marseille déjà arrive à trouver les fonds. Et puis la perte de Marvin Martin, il y a l'attaquant aussi qui est parti. Et donc Sochaux, moi je les vois descendre. Le deuxième que je vois descendre, c'est un des promus, c'est 3 parce que pour moi c'est l'équipe la plus faible du championnat et en termes de recrutement c'est pas extraordinaire. Et la dernière équipe, je partirais moi plutôt sur Valenciennes. Et demandez-moi pas pourquoi, c'est une intuition. Pourquoi? C'est une intuition. J'ai pensé à Valenciennes tout de suite, donc je reste sur ce que j'ai dit. J'ai fait exprès, bien sûr. Chris, donc toi, t'as pas donné tes 3? Ah bah non, mais moi je peux pas mettre Valenciennes parce que je fais des tours à vélo par là, donc je pas envie de je tiens à ma sécurité, à ma santé, donc je vais pas mettre Valenciennes, pardon pour eux. Pour eux. Non, mais moi aussi, franchement, vous avez été assez complet là-dessus. Et honnêtement, moi, je m'intéresse un peu moins au bas du classement de la Ligue 1, je le dis tout modestement. Mais je m'y intéresse quand même parce que c'est quand même passionnant. Et c'est vrai ce que vous avez dit sur Sochaux, même en Belgique, j'ai senti vraiment on les sent vraiment déforcés. En plus, la saison dernière, on avait vraiment une impression mitigée sur eux. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des saisons, je ne sais pas si vous avez ce ressenti-là, mais quelque part, dans un an, on dira c'était inévitable qu'ils descendent. J'ai ce sentiment-là que depuis quelques années, on a vraiment. L'année dernière, ça a été limite, l'année dernière. L'année passée, ouais. Mais d'ailleurs, personne n'en parle parce que bon, Lorient, ils sont dans les relégués. Attends, je te cherche la cote de Lorient. Ils sont à 4,50. Mais Lorient, c'est un peu le même style, hein, parce que à chaque fois, ils arrivent à se relever de départ. Ils perdent quand même des grands joueurs à chaque fois. Et peut-être qu'une année, ça va pas le faire. L'année dernière, c'était une limite, mais ils sont quand même assez bien sortis. Mais à un moment, à force de vendre, bah, c'est arrivé au Mans, hein, notamment.
à force de vendre des joueurs, bah, il y a un moment où bah, t'arrives plus à limiter la casse et le club descend. Donc c'est tout ce que je leur souhaite pas. En plus, c'est clubs qui forment et puis qui arrivent à rester en Ligue 1 longtemps. C'est vraiment des clubs sympathiques et il faut le faire. Hein. Donc, mais c'est vrai que comme tu dis, des équipes comme Sochaux, ça leur peut étonner. Ouais, d'ailleurs, c'est étonnant que Sochaux n'ait pas recruté, parce qu'avec Martin et Megas, ils ont eu approximativement 15 millions. Si Boudebouz jamais il part vers les 6 millions, ils auraient plus de 21 millions d'euros et ils n'auront même pas mis 3-4 millions pour recruter. C'est clair que c'est inquiétant pour eux aussi. Et donc, toi, Chris, t'as donné Sochaux, après tu donnes qui? Peut-être qu'ils avaient un passif. Je vais mettre 3 en deuxième, et honnêtement, plus sur les préjugés que j'en ai, pour les raisons qui ont été aussi inquiets, ça va être difficile. C'est cette bonne guerre de mettre le club qui est théoriquement celui qui sera le plus faible, théoriquement. Alors pour le troisième, c'est assez compliqué parce que parmi les deux autres promus, ça va être franchement super difficile à jouer. Et je vais faire confiance à Thomas parce que je sais qu'il porte assez bien la poisse dans le chari. Donc j'ai envie d'être sur la même longueur d'onde que Thomas. Je vais faire confiance à Thomas parce que lui aussi il a mis Sochaux 3 et en troisième il met Reims. Et je vais partager ce pronostic-là. Thomas, ma vie en dépend, donc j'espère que tu n'as pas déconné. Bah Reims, moi je leur souhaite pas parce que à vrai dire, moi je suis né en 76, donc je les ai pas vraiment connus en Ligue 1. Mais à la bonne époque. Ouais, mais non, mais Reims, c'est vrai que c'est une équipe emblématique qui s'était un peu perdue, qui était descendue très bas, et les voir remonter en Ligue 1. Moi je trouve que c'est sympa de voir des clubs. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Voilà, donc. Mais ça va être difficile quand même. Hein. Voilà, il n'y a pas de solution miracle non plus. Bah, avant de passer à la page italienne avec Domenico qui piaffe d'impatience, qui trépigne, hein, je le sens d'ici. On va parler sur le meilleur buteur du championnat. Alors ça aussi c'est pas évident. Donc bah moi. C'est très simple. C'est très simple. J'hésitais entre Jérôme Roten et Mamadou Samassa qui sont à 150. Même j'espère que Jérôme Roten va faire une très grande saison, je l'espère. Et bah moi je vais miser bien sûr sans être original sur Zlatan Ibrahimovic. La cote elle est à 3,25. Je trouve que la cote est quand même assez. Ouh là là. Et c'est normal parce qu'on ne sait pas comment il va s'acclimater. Hein. C'est juste la certitude. Et on sait que la première année d'acclimatation pour une superstar dans un championnat du subtop européen, c'est pas toujours très simple. Je sais pas l'exemple précis, mais ça a dû arriver par le passé. D'où le fait que la cote est très haute et ça peut être un super prono, ça peut être une super cote honnêtement, hein, Xavier. Et Anthony, lui, il voit aussi Ibrahimovic. D'ailleurs, pour chambrer, à mon avis, je pense que Domenico, il va comprendre. Il a dit 25 buts d'Ibrahimovic, dont 22 pénaltys. Il en est pas loin. C'est vrai qu'Ibrahimovic, de toute façon, à Paris, c'est lui qui va tirer les pénaltys. Donc ça, pour un attaquant, c'est un facteur à prendre en compte. Puis Ibrahimovic, il n'y a qu'à voir le gabarit. C'est celui qui va prendre presque toute la tête. Il va être. Je pense qu'il y aura les défenseurs avant de lui mettre des coups, ils vont déjà être impressionnés et puis ils vont le laisser jouer. Donc c'est vrai qu'un joueur comme de cette planète-là, arrivé dans le championnat de France, je le vois pas marquer 26, à savoir qu'il a marqué 26 buts la saison dernière, donc en Italie, je le vois pas mettre autant de buts, mais quand on sait qu'en championnat de France, les meilleurs buteurs, c'est entre 17 et 20 buts, je le vois facilement mettre 21-22 buts, dont la moitié, c'est vrai, au moins 50 à 60% de pénalty. Ludovic, lui, il voit Lisandro Lopez, meilleur buteur. Et bah toi, Stan, tu vois qui? Si vous voulez, je peux vous donner les cotes. Hein. Il y a Zlatan, Lisandro, lui, il est à 7,50. Loïc Rémy, il est à 10. Gomis à 12. Gignac à 12. Après, c'est Lavezzi à 16. Néné à 16. Toi, ça monte. Herrera, le Montpellierin, à 16. Ouais. Et Paoletta, il est à combien? Il est à la retraite. Ah ouais, il est devant le poste de télévision, je pense. Néné, il est à combien, Néné? Néné, 16. À 16. Ouais, Néné, c'est dur, hein, parce qu'il risque peut-être de partir dans un autre championnat. Hein. Est-ce qu'il va jouer autant? Il tire beaucoup de pénaltys et comme Ibrahimovic, on l'a déjà vu contre le Barça, à mon avis, quand il y aura un péno, il va bien vouloir le tirer. Il aura du mal à finir meilleur buteur peut-être. Et comme tu dis, ça se trouve, il pourrait même partir. Donc, il va peut-être pas beaucoup jouer parce qu'avec Lavezzi qui est arrivé et avec Lucas qui va arriver en janvier, pas mal de personnes qui vont le concurrencer. Championnat en titre, non? Pardon? Comment? C'était pas le meilleur buteur. C'est Giroud qui justement a mis moins de penalty. Voilà, c'est ça. C'est même un nombre de buts.
Hazard, il a fini à 20. Il lui a 21 buts, Giroud, il a fini. Et Néné était premier dans les dernières journées, c'est pour ça que j'ai dû faire la confusion. Non, mais ils étaient à égalité, mais C'est égalité. était partagé au nombre de pénaltys. Comme tu tires plus de pénaltys, bah, Ah oui, c'est ça. c'est un désavantage. Ça me revient, et même Hazard a failli revenir le dernier jour en marquant un triplé. Ouais, ça m'est revenu, pardon, autant pour moi. Et donc, Stan, tu vois qui, toi? On va mettre Zlatan. Ouais, à 3,25. Ouais. On pense pareil. Alexandre? Ah On va dire Gignac, bien sûr. Justement, je sais pas parce que Gignac, non, sérieux, sans blessure, il peut nous faire une saison à la Toulouse. C'est ça qui, je peux rigoler peut-être maintenant, mais je pense que c'est un joueur, comme je l'ai dit, bien. Je suis objectif parce que je sais que c'est un mec qui veut réussir chez nous. Il est chez lui à Marseille, il veut tout donner, il veut vraiment réussir ici. Parce que quand même un mec, c'est la 3e saison à Marseille et j'aimerais pas beaucoup qui, après 2 saisons de galère à Marseille comme il a eu, critiquer tout ça, qui serait resté pour essayer de s'imposer lors de le truc qui vous fait espérer un petit peu, c'est que avec Deschamps, on peut pas dire que c'était le grand amour et que avec cet entraîneur-là, il se sent mieux et puis libéré. Mais c'est sa dernière chance cette saison. Pardon, Alex, de te contredire, mais c'est surtout après 2 saisons comme ça, beaucoup de clubs auraient viré le joueur. Hein. D'être. Oui, aussi, mais même, je veux dire, la détermination de s'imposer dans un club. Aussi, c'est pas tout le monde qui. Enfin, c'est sa dernière chance cette saison. Voilà, c'est sa dernière chance. Bon, je vois quand même, pour moi, je vois Loïc Rémy personnellement finir meilleur buteur. La cote est à 10 de Loïc Rémy. Ouais, il peut partir aussi, Loïc Rémy, attention. Hein. Je pense pas que Rémy partira. Si, Domenico, tu veux faire partir tout le monde du championnat, c'est pas possible. Non, mais c'est juste pour avertir ceux qui nous écoutent de pas se jeter absolument sur les paris, d'attendre un petit peu, on va dire, la clôture du mercato, parce que malheureusement, après je ne sais pas si ces paris sont remboursés sur Internet, étant donné que moi je ne joue qu'au bureau de tabac, mais de faire attention, de prévenir ceux qui nous écoutent. Mais Loïc Rémy, pour tout finir, normalement, il ne devrait pas bouger, à part s'il y a une offre de 20 millions d'un club. Donc, normalement, vu qu'il est blessé actuellement, tout ça, ça a très peu de chances de venir. Mais Domenico, avant d'aller au bureau de tabac, toi, tu vois qui est le meilleur buteur? Ibrahimovic, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas photo. Hein, je veux dire. En grand attaquant, t'as qui? Du côté de Lyon, t'as Lisandro et Gomis. Bon, Gomis, il est un peu les pieds carrés dans la zone de finition. Et c'est sûr qu'il reste à Lyon une nouvelle fois, lui. Hein. On en parle à Robin Kazan. Voilà, il a refusé une offre déjà en Turquie. Il y en a une deuxième offre. Après, il y a qui? Il y a Lisandro. Malheureusement, il n'arrive pas à faire une saison sans se blesser. Tu sais, j'ai les noms sur les yeux, Domenico, là. J'ai même pas fait gaffe. Personne parle, mais Salomon Kalou, il pourrait marquer pas mal de buts non plus. Hein. C'est comme un grand joueur qui arrive en Ligue 1. Ouais, grand joueur, je crois qu'on le surcote un peu quand même, hein, parce que Chelsea était beaucoup sur le banc. Hein. Il jouait des bouts de match. Non, la différence, Alex, je pense qu'un grand joueur, c'est pas un grand buteur par contre. Non, bien voilà. Sûr. Oui, exactement. Grand buteur, c'est pas un attaquant de pointe, c'est plutôt un joueur qui va jouer, à mon avis, sur le côté droit. D'accord, j'ai rien dit. Il a du mal en finition. J'ai vu quelques matchs de Chelsea cette saison et c'est vrai qu'il loupe pas mal d'occasions. C'est pour ça d'ailleurs Chelsea n'a pas su franchir le cap pour être dans le titulaire de je pense qu'il aurait été titulaire à Chelsea, je pense. Oui. Oui, surtout les problèmes offensifs qu'ils avaient Chelsea. S'il aurait vraiment été efficace, je dis pas qu'il est mauvais, mais s'il est efficace, c'est clair qu'il va être utile à Lille. Son plus gros défaut, c'est qu'il est pas. Il a le défaut de certains grands joueurs, c'est qu'il est trop polyvalent. C'est-à-dire qu'il ne joue pas toujours sur la pointe parce qu'il peut aider sur l'aile, il peut parfois aider. Il a beaucoup joué à l'aile, à Chelsea. Hein, il a très peu joué en pointe. Et quand l'équipe est en infériorité, même peut jouer latéral gauche, donc il est un peu trop polyvalent, quoi. Ouverture sport pour Montpellier. À la Mosson, but de Souleymane Camara sur une contre-attaque de l'équipe de René Girard. Un très bon ballon de Cabella. À la limite du hors-jeu, Souleymane Camara à la lutte avec Mbengue qui glisse le ballon par-dessus à Amada. Ouverture du score donc pour le champion en titre dans un match qui était plutôt fermé. Ça pourrait donc lancer cette rencontre. C'est bien parti. En tout cas, c'est la 35e minute de jeu et Montpellier a ouvert le score. Donc à la Mosson. Et Alexandre, j'ai l'impression que de me retrouver il y a 3 ou 4 ans dans la multisport. Il y a déjà eu 2 actions pour Montpellier où il y a des hors-jeux, c'est assez litigieux quand même. Hein. Oui, il y a des occasions, mais on va dire elles ont été ici hors-jeu, notamment une occasion de Saï, me semble, une tête. Mais c'est vraiment la véritable première occasion qui s'est transformée en but pour Montpellier. Et toi, Chris, en contre-attaque, soit en contre-attaque, d'habitude c'est plutôt Toulouse qui joue en contre-attaque. Voilà.
Bah, Chris, tu vois qui, toi, comme meilleur buteur? Je faisais cette allusion parce que Alexandre était le spécialiste des annonces buts dans mon émission que j'animais il y a 3 ou 4 ans. Donc c'est un magnifique moment et des souvenirs qui remontent. Moi, C'est vrai, il a pas perdu l'habitude, t'as vu? Non, il le fait toujours aussi bien. T'as pas. Et donc, mais moi, je vois Zlatan. Mais je comprends pourquoi la cote elle est élevée. Je dois dire plusieurs choses par rapport à ça très rapidement. S'il faut jouer Zlatan, il faut le faire maintenant. Il y a une incertitude par rapport à son adaptation. C'est pour ça qu'il y a une cote relativement élevée à plus de 3. Donc, si vous voulez jouer Zlatan, il faut le faire tout de suite le plus rapidement possible. Un truc très très important qui était rappelé par tes chroniqueurs, le penalty, c'est lui qui va tous les prendre. Il est quasiment certain que le Paris Saint-Germain, de par les options tactiques et les joueurs qu'ils ont, les joueurs offensifs qu'ils vont avoir, va obtenir pas mal de pénaltys. Il ne faut pas être grand clair pour savoir qu'il va donc... L'année dernière déjà, hein, ils en ont eu pas mal. Oui, déjà l'année passée. Donc il ne faut pas être grand clair pour qu'ils vont convertir beaucoup. La seule incertitude pour laquelle j'aurais peut-être une réserve, même si je le mise, c'est que je ne suis pas sûr qu'il va jouer l'entièreté des matchs pour 2 raisons. D'abord, je pense qu'il va être très souvent ménagé. Et surtout, plus grave que ça, entre guillemets, je crains, et d'ailleurs il devrait avoir une cotation sur le nombre de cartons rouges qu'il va avoir, parce que je pense on a dit tout à l'heure que beaucoup de défenseurs risquent d'être intimidés, ce sera soit des défenseurs intimidés, soit des défenseurs qui vont le provoquer. Et je suis curieux de voir comment Zlatan va, pendant toute une saison entière, va subir cette pression qui sera encore plus importante que celle qu'il a pu avoir. À Barcelone, il y avait plus de stars, ou en Italie, où il avait d'autres stars dans l'équipe. Là, il va vraiment vampiriser la Ligue 1 autour de son nom. Donc, il s'est bien calmé la saison dernière. C'est vrai que c'est plutôt un bad boy. On le connaît qu'il a pris pas mal de cartons. Il était assez virulent, surtout à l'Inter de Milan, à l'époque où il était même parti à Barcelone. Mais c'est vrai que la saison dernière, en tout cas au Milan AC, il a été vraiment, je l'ai trouvé plutôt assagi, calme. Puis on a même vu pendant l'Euro, il a fait un Euro plutôt propre, sans provoquer. Ouais, donc parce qu'on sait que les Bristol, ils vont très vite en France. Donc attention, j'ai une petite incertitude. Ce que je pourrais dire, c'est que je pense pas qu'il fera énormément de matchs, mais malgré tout, voilà, il aura énormément de buts sur les matchs qu'il disputera. Il va en faire quand même des matchs. Oui, mais il sera très souvent ménagé et il risque d'être expulsé 1 ou 2 fois. Ça, c'est Ce qui est sûr, c'est je pense qu'il va éviter la Coupe de la Ligue et Coupe de France. Et l'objectif, c'est d'aller loin en Ligue des Champions de Paris cette saison. Et surtout le championnat, c'est ce qu'ils veulent de toute façon. Ouais, mais s'ils vont dans la Ligue des Champions, je peux te dire que les matchs de championnat, au bout d'un moment, et puis s'ils prennent de l'avance, tu vas voir qu'ils... Ils ont quand même un effectif très étoffé. Oui, c'est vrai. Moi, je sais que pour Paris, on va être inquiet pour beaucoup de clubs. Non, mais justement, ils ont un effectif très étoffé, c'est pour ça qu'ils vont faire tourner. Mon petit Alex, c'est ce que je dis. Voilà, exactement. Malgré tout. T'es pas très rassurant. Il va pas jouer beaucoup de matchs, il va prendre beaucoup de cartons rouges. Pas très rassurant. Carton rouge et il va. Et moi, il va peut-être avoir du mal de s'adapter. Les parieurs, on est dans une émission de paris, ils misent sur quoi? Sur l'incertitude, sur peut-être effectivement le fait qu'il était. Alors peut-être il s'agit, mais il peut être provoqué, donc de temps en temps péter les plombs et être expulsé. Tu peux manquer 6 matchs facilement. 6 matchs, ça compte dans le décompte final. Et il sera forcément ménagé par son entraîneur et il sera remplacé. Ça va être le joueur qu'il faudra vraiment surveiller et ménager. Donc, c'est pas le joueur du Paris Saint-Germain. Là, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte. C'est pas le joueur qui va disputer le plus de matchs. Par match, ça devrait aller. Ouais. À savoir qu'Ibrahimovic, c'est pas un joueur qui court comme un Drogba ou un Eto'o qui vient défendre. Donc, fatigué au bout de 90 minutes, c'est pas Ibrahimovic. Et je pense qu'Ancelotti, qui le connaît bien, va le briefer sur la Ligue 1 et Ibrahimovic saura quoi faire tout au long de cette saison parce qu'il va être super bien épaulé par Leonardo ou par Ancelotti qui le connaissait bien en Serie A. C'était limite condescendant sur la Ligue avec le ton que tu le disais, mais c'est vrai que honnêtement c'est un peu vrai quoi. C'est un peu vrai ce que tu dis. Excusez-moi de vous couper messieurs. À Toulouse, à Montpellier pardon, Seria qui s'est pris un coup de pied de Saï mais vraiment dans la tête et qui vient d'être expulsé. Bon logique, c'est vraiment et c'est au ralenti alors à vitesse réelle ça doit être impressionnant. Qui est expulsé. Oh, quand même, il pousse avec bien le crâne, donc expulsion logique de Saï. Donc Montpellier, pour qu'il reste 6 minutes dans cette première période. En tout cas, mais quand il commente le match, ça doit lui rappeler des souvenirs. C'est possible. Bon, on va passer à la page bobsleigh maintenant avec Domenico. Et curling, on fait pas? Bien sûr. Ouais, aussi. Avant, je voudrais saluer Mathieu qui nous écoute, qui est parti sur le Tour de l'Ain pendant une semaine,
qui nous fait des petits reportages et qui poste des trucs sur sa page Facebook et sur la page du RTS, il me semble. Et donc on salue Mathieu, qui reviendra certainement la semaine prochaine. Et j'espère qu'il passe des bons moments là-bas. Et maintenant, on va donner la parole à Domenico pour notamment la Super Coupe d'Italie qui se déroule demain entre la Juve et Naples. Je te donne les codes tout de suite si tu veux. La Juve, elle est à 2. 3-10 c'est le nul et Naples à 3-40. À noter que Ludovic lui il donne la Juventus et Anthony pour équilibrer la balance il donne Naples. Je te donne la parole Domenico. Alors demain, à savoir qu'il faut parier avant 14h puisque cette Super Coupe d'Italie se jouera à Pékin. Donc c'est la première fois que cette édition se joue dans un autre pays qu'en Italie. Donc c'est un peu la mode en ce moment de tous les clubs. Donc la Super Coupe d'Europe entre la Juve qui a fini leader du championnat invaincu. Ça plaît ça en Italie qu'on joue cette Super Coupe à Pékin? Disons que pour accroître le plus de fans, et pourquoi pas réussir des fonds d'investissement comme l'a fait Moratti avec l'Inter qui a trouvé de l'argent du côté de la Chine et donc l'Inter va avoir un nouveau stade flambant neuf dans 3 ans. Disons que c'est une opération de marketing. En Italie, est-ce que ça plaît? J'ai pas entendu le nombre de refus parce que de gens mécontents parce qu'en ce moment on se penchait plutôt sur le verdict des scandales truqués qui a été rendu public aujourd'hui. Dis-moi. Pardon. Non, c'était un petit hors-sujet. Non, je disais, c'était sur celui de Conte. Antonio. Je l'ai bien dit, t'as vu. Ouais. Et Conte. Et alors, en Italie, donc il ne faut pas monnaie pour le moment. C'était Ton compte, il t'a coupé pour ça? Non, mais c'est quand on tend des perches, faut les saisir. Donc c'était pour revenir que c'est vrai qu'en ce moment on se basait plus sur le scandale et le verdict qui a été rendu donc public ce matin du parquet, à savoir que on peut faire appel bien sûr, que ce soit les clubs ou les Conte qui a été sanctionné. Donc ce match-là va se dérouler demain à 14h. Donc pour ceux qui veulent parier, ce sera sanction ou pas vite fait. Oui, alors Conte a pris 10 mois de suspension de toute activité sportive, c'est-à-dire s'il veut regarder les matchs, ce sera dans les tribunes. Les entraînements, il ne pourra pas y participer. C'est vraiment, il va être lui et son adjoint. Alors son adjoint, lui, a pris 8 mois, donc comptez 10 mois. Donc celui qui prend la relève, c'est avec l'entraîneur de l'équipe Primavera, donc des jeunes. Et ça, la Juve l'avait clairement signalé depuis un moment que quoi qu'il en soit, la décision du parquet, si Conte venait être suspendu de 3 mois, voire on parlait à un moment de 15 mois, quoi qu'il en soit, on aurait privilégié plutôt une solution interne que de faire venir quelqu'un de l'extérieur. Donc il s'y attendait clairement, c'est pas un truc qui va remettre complètement en cause le début de saison de la Juve. Il s'y attendait un petit peu à cette sanction, je sais pas si elle est lourde, mais quand même 10 mois sans son entraîneur ni son adjoint. À savoir qu'il a pris 10 mois sans aucune preuve, seulement sur un témoignage. Mais là où Conte a été, on va dire, a été inculpé et sanctionné, et là où Bonucci, Pepe et Di Vaio ont été acquittés, c'est que ces 3 joueurs que je viens de citer, eux, n'ont pas ouvert de négociation avec le tribunal. Et Conte, dès que lui et ses avocats, donc stratégiquement, ça a été mauvais d'ouvrir des négociations. Dès qu'on ouvre des négociations, c'est qu'en quelque sorte, on estime être coupable. Donc les 3 joueurs, eux, n'ont ouvert aucune négociation, ont simplement nié. Et c'est vrai que c'était seulement, il y avait un témoignage qui les accusait. Donc ce témoignage-là, le tribunal n'en a pas tenu compte. Mais comme Conte a ouvert des négociations, ils l'ont pas raté et ils lui ont mis 10 mois de suspension. Et comme je te demandais donc au début de la question, c'est ma question, je reviens à ma question, pardon. L'incident sportif. Voilà, pour la Juve, tu penses que c'était prévu, ça va pas être trop grave pour eux, ils avaient un peu prévu ça, ou vraiment c'est quelque chose qui va chambouler le début de saison et même peut-être être un gros point faible d'être entraîné, comme tu disais, par l'entraîneur de la Primavera, c'est ça? Écoute, ça va être, on le verra au fur et à mesure de la saison dès que ça va commencer. Mais à savoir que c'est quelqu'un, celui de la Primavera, donc Carrera, il s'appelle. Lui, c'est quelqu'un qui a un petit moment au club, donc c'est une bonne solution interne. Quand on sait que l'année dernière, l'Inter, à un moment comme Moratti, on avait marre de virer des entraîneurs, que ce soit Benitez, Ranieri, il a fait venir donc Stramaccioni, l'entraîneur de la Primavera, et à savoir que l'Inter a plutôt bien fini sa fin de championnat. Donc ça peut être une bonne solution. Moi, je pense pour moi, en restant en interne, parce que de toute façon, Conte va sûrement passer un coup de téléphone et donner ses consignes, même pendant les matchs. De toute façon, les téléphones portables, ça va marcher.
on connaît les Italiens. Donc non, je pense qu'il y aura 10 mois à tenir et puis après il va revenir pour la fin de saison prochaine. Mais je pense qu'on verra au fur et à mesure de la saison comment eux ils vont le prendre. Mais pour eux, ils avaient prévu le coup. Quoi qu'il en soit, Conte restait à la Juve. D'accord. Avant de te donner la parole, Chris, comme me dit Thomas, pour l'équipe de France, il y a l'équipe de France de hand qui va démarrer là dans quelques instants pour sa demi-finale. Et donc l'équipe de France de hand qu'on reçoit souvent sur l'antenne sur Handai, avec d'ailleurs Jérôme Fernandez, le capitaine, qui est parrain de Handai. Donc petite pensée pour toute l'équipe de l'équipe de France et Ludovic et Stan qui côtoie très souvent ces joueurs très abordables. Et donc on leur souhaite vraiment un bon match et qu'on les retrouve en finale. La vraie finale et pas la petite finale. Je te redonne la parole, Chris. Non, mais attends, je voulais juste dire, regardez le match on t'entend mal, Chris, ça hache un petit peu. Ah oui, non, mais je disais tout à l'heure, bon. c'est comme je disais tout à l'heure. Donc, en fait, c'est le prolongement de ta question. Et juste pour le match de handball, comme je le disais dans Un jour au jeu, donc, on peut regarder le match et nous écouter. Donc, on coupe le son de la télévision et on nous écoute. Donc, c'est comme ça et c'est génial. Non, mais c'est le prolongement de ta question, Xavier, parce que, pardon d'insister, Domenico, mais je trouve que là, tu n'as pas été au bout de la question, Xavier. Il te demandait vraiment si ça pouvait pas avoir une incidence sportive sur l'équipe. Et moi, je fais allusion, et je pense que Xavier, tu y faisais allusion aussi, à l'inévitable pression médiatique que va peser le club. Donc, on peut déjà se dire que ce qui est bien, c'est qu'ils jouent ici à Pékin. Tu m'as dit, donc, certaine manière, la pression médiatique. Mais quand ils vont venir en Italie pendant le calcio, pendant quelques semaines, la pression médiatique, à mon avis, Domenico, ça tape, hein, non? Ouais, mais Domenico, il va te répondre ce je lui avais demandé la semaine dernière déjà. Je pense que c'est parce que là, c'est pas vraiment la Juve qui est en cause, c'est plutôt Conte à l'époque où il n'était pas là. Il était où exactement quand c'est arrivé cette affaire? Il est entraîneur de Sienne à l'époque. Hein. C'était en série B. C'était 2 matchs. C'est vrai en fait. que l'image de la Juve après les paris truqués, ça encore, c'est vrai que c'est pas très bon. Il y en a qui vont faire vite fait des raccourcis. Ça, en tout cas, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que les déclarations des joueurs, la déclaration de l'attaquant monténégrin Mirko Vucinic, lui a déclaré quoi qu'il en soit, on est tous avec l'entraîneur et on va gagner cette Super Coupe d'Italie pour lui et on va faire un championnat comme on a fait la saison dernière. Pour eux, ça les motive. Puis on voit que l'Italie, quand il y a des affaires, souvent ça leur réussit, même si c'est pas à souhaiter. Notamment, on voit pour la sélection nationale. C'est vrai que quand ça peut motiver, mais bon, en tout cas pour la Super Coupe d'Italie, je sais pas si tu veux maintenant que on passe à parler du match ou. Mais si bien sûr, mais par contre, je voudrais savoir du côté que tu dises pour les auditeurs et puis pour nous-mêmes aussi, pour la Juve et pour Naples, qui est parti, qui est arrivé dans ces deux équipes, est-ce qu'il y a eu des recrutements phares? La Juve, on attend toujours le grand attaquant. Donc c'est vrai que c'est un moment, on parlait d'un Van Persie, il a quand même refusé ouvertement 2 fois la proposition du club de la vieille dame. On a eu un moment aussi Suarez ou voire Dzeko de Manchester City et tous, ça a été un petit peu un échec en négociation. Et on a parlé hier, la piste était chaude avec Fernando Llorente, donc l'attaquant de Bilbao, qui lui a déclaré vouloir jouer la Ligue des Champions. Et pour moi, ça pourrait être pas mal. Il a 27 ans, à savoir quand il joue avec Bilbao, il marque à peu près un but sur 2. Donc en tout cas, la Juve manque de grands attaquants. Ils ont un peu dégraissé leur effectif. Donc bien sûr, Pirlo est parti. Hein, c'était prévu, c'était la fin de son contrat. On a perdu. La Juve a pas perdu grand monde, on va dire, dans le grand système de jeu. Ils ont recruté Lucio gratuit qui avait cassé son contrat un peu plus tôt avec l'Inter de Milan. Mais au vu des matchs amicaux, Lucio c'est pas rassurant en défense. Donc en tout cas, je pense que la Juve va être contente que Bonucci n'ait rien dans cette affaire, donc qu'il soit disculpé parce qu'il récupère un défenseur central. C'est vrai que après ils ont recruté Isla, le joueur en provenance de l'Udinese. On va dire qu'ils ont recruté plutôt des joueurs de banc de touche. J'ai oublié par contre Jovinko de Parme qui était avant à la Juve, qui revient du côté du club de Turin. Lui, ça peut être pas mal au milieu de terrain, mais on va dire qu'ils sont plutôt renforcés que de prendre des joueurs de classe européenne ou pour être dans le 11 titulaire. On va dire qu'ils n'ont pas trop bougé le 11 titulaire. Après, du côté de Napoli, ils ont fait... Et Del Piero, il est parti à la retraite ou il est parti ailleurs? Pour l'instant, Del Piero n'a pas encore, on va dire, donné de suite s'il jouait dans un club ou pas. Il a disputé un match en Chine pour une œuvre caricative, mais pas de nouvelles en tout cas. Je pense pas qu'il va arrêter sa carrière. Je pense qu'il va faire comme Di Vaio ou Nesta, partir dans un club
en MLS. Ouais, ils en parlent là-bas. Voilà, c'est vrai qu'ils en parlent. Et quand on a vu qu'il y a déjà Di-Vaio, Nesta, c'est vrai que Del Piero pourrait suivre le Ils même même parlé chemin. à Monaco de Del Piero. Non, mais Voilà. Del Piero, on en parlait à Marseille il y a 2 ans de ça, donc je pense que Ouais. ça. C'est Ah, juste pour vendre des petits bouts de papier. Mais c'est vrai qu'après, du côté de Napoli, bah, il y a eu Ouais. l'excellente vente de Lavezzi, puisque Lavezzi, tout le monde l'aime bien. Mais c'est vrai que moi, je vais parler plutôt sur les 3 derniers mois à Naples. C'est quelqu'un qui a fini sur le banc de touche. Mazzarri ne comptait plus sur lui et c'est quelqu'un qui fait du boudin. Donc vous avez Yann Aîné du côté de Paris, mais Lavezzi, c'est un peu le même registre de joueurs. Quand il n'est pas content, quand il n'a pas ce qu'il veut, et ben c'est vrai qu'après il choisit un petit peu ses matchs sur lesquels il a envie de jouer. Donc en tout cas, eux, ils l'ont bien remplacé avec le jeune Insigne en provenance de Pescara, le club où jouaient Verratti et puis d'autres excellents joueurs qu'a lancé Zeman, l'actuel entraîneur de la Roma. Donc c'est vrai que en arrivée, il y a Insigne, le milieu de terrain, on a Berami et Gamberini en provenance de la Fiorentina. Et on attend encore peut-être voir 1 ou 2 recrues, en tout cas a dit le président de Laurentiis. Et c'est vrai que s'ils arrivent à garder Cavani, ça pourrait être nickel et partir sur un excellent groupe pour cette saison. Il parle Ouais. Vas-y, Vas-y, d'une Alexandre. offre. Moi, j'ai vu récemment d'une offre de 45 millions de Chelsea pour Cavani qui pourrait être acceptée apparemment. Alors Cavani, je pense pas qu'il va partir parce qu'il y a une petite anecdote. Sa femme donc s'est baladée en fait dans Naples et avait une montre, un excellent bijou en fait à son poignet de 18 000 euros. Donc c'est un peu la même histoire que la femme à Zlatan Ibrahimovic. Elle s'est fait piquer la montre donc dans les rues de Naples. Et quand en fait elle a porté plainte, donc on a su que c'était Madame Cavani. C'est passé dans les journaux comme quoi c'était elle qui s'était fait piquer ça dans la rue. Et donc la police a reçu une lettre en fait anonyme où était indiqué l'endroit du bien de l'épouse du joueur et donc la police a récupéré et tout le monde est content. Le voleur était fan de l'équipe et il a voulu. C'est beau ça, c'est une belle histoire. Ah bah en tout cas, c'est un joueur qui est très respecté. Donc ça, c'est une belle preuve d'amour, on va dire, du peuple napolitain, même si au début, c'était mal parti. Et je pense que Cavani, c'est un joueur qui prend en considération ceci. Et à savoir, c'est qu'il veut battre le record de buts de Maradona. Et en tout cas, tu m'as appris quelque chose, c'est que les voleurs napolitains aiment Cavani. Voilà, exactement. Non, ça c'est. En tout cas, à Naples, c'est vrai que il est dans la lignée des Maradona et il est très respecté et très adulé au club. Pour revenir au prono, toi, tu vois quoi, toi, Domenico? Moi, je t'avoue que j'ai mis la Juve, mais l'exploit est possible. Hein, la cote de Naples est forte. Tu vois une surprise possible? Alors, je vais te dire pourquoi Napoli est en Super Coupe d'Italie. C'est parce que donc la finale de la Coupe d'Italie, ils avaient battu la Juve 2-0. Donc ça peut être. Ça peut il me être semble déjà même que tu m'avais dit il y a quasiment très peu de chances que Naples batte la Juve sur la finale. Ah, je me suis trompé. Je t'avais fait confiance et bien sûr, j'ai perdu. Donc c'est pour ça que j'attends ton prono avec impatience. Non, bah moi pour cette fois-ci, tu vois, je vais changer. Je vais prendre Napoli. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait d'excellents matchs amicaux, 6 matchs amicaux, 6 victoires. À savoir qu'à chaque fois, Goran Pandev, ils l'ont acheté définitivement puisqu'il avait été prêté par l'Inter la saison dernière. Et c'est quelqu'un qui a marqué donc un but à chaque match. Et maintenant, ils enregistrent le retour de Cavani. Donc le groupe est vraiment au complet. Ça n'a pas trop bougé. Il y a eu quelques renforts. Et puis les matchs amicaux, c'était contre le Bayern de Munich. C'était contre une autre équipe allemande. C'était Kaiserslautern. Il y a eu pas mal de bons matchs. Tandis que la Juve, les internationaux sont revenus à peine il y a 2 semaines. Donc, et à savoir, il y avait quand même 7 internationaux, donc, dont Pirlo, Buffon, et ils sont peut-être pas à 100%. Et surtout, la Juve a acheté beaucoup de joueurs, et en achetant beaucoup de joueurs, c'est dur d'avoir un groupe de 30 joueurs et d'arriver à avoir des automatismes avec un 11 de départ. Donc voilà pourquoi moi, et peut-être avec la sentence de Conte, ça peut peut-être perturber un peu les joueurs d'être coaché par quelqu'un d'autre, en tout cas sur le banc de touche, si lui il connaît pas les joueurs comme Conte les connaît tout au long du déroulement du match. Donc pour moi, Napoli, eux, en tout cas, sont extrêmement motivés. Pour te dire, ils ont envoyé 2 espions cette semaine à Pékin, qui sont donc 2 espions napolitains qui font partie du staff de Napoli, qu'ils ont espionné, sont fait passer pour des agents de sécurité.
et ont espionné l'entraînement de la Juve. Manque de peau, ils se sont fait attraper. Bon, ça fait un peu couler d'encre cette semaine en Italie, mais en tout cas, pour moi, étant donné que la cote est belle, autant jouer, pourquoi pas le plus 1, c'est-à-dire la double chance, match nul ou Napoli qui est une super belle cote, ou Napoli directement en sec, sachant que nul ou Naples, tu veux dire nul à la mi-temps et Naples qui l'emporte. Non, sur les 90 minutes, en tout cas, soit match nul qui pourrait aller en prolongation, soit Naples, parce que c'est vrai que sur les codes, c'est la Juve qui est favorite. Mais avec tous ces arguments-là, en tout cas, Naples, pour moi, c'est une équipe qui ils ont eu que 2 internationaux, on va dire, dans l'Euro. Ils ont eu Maggio qui a pas beaucoup joué, et puis ils ont eu le gardien Santis qui n'a pas joué du tout. Mais toi, tu donnes plus Naples que tu joues quoi, de Naples ou le nul? Ah bien sûr, Naples, parce qu'il y a des joueurs comme Chiellini, il va pas jouer. Il y a Lucho qui est derrière. Pirlo peut-être aussi. Ouais, Pirlo en tout cas. Il y a beaucoup de joueurs qui ont pris tard, des joueurs italiens de la Juve. C'est ça qui est inquiétant. Plus l'affaire Conte. Les internationaux ont repris tous quasiment la dernière semaine de juillet, donc ça va être très compliqué. Quand on voit les internationaux déjà du Milan AC qui ont pris 5-1 contre le Real de Madrid, pour moi la Juve, ça va être dur en tout cas d'arracher la victoire face à Napoli qui est extrêmement motivé et qui veut commencer la saison avec ce trophée. D'ailleurs, Stan qu'on n'a pas entendu depuis quelques minutes, toi tu vois quoi toi sur ce... Je te redonne la parole après, oui, y a pas de Alexandre bien sûr. On va finir l'émission parce qu'on a déjà débordé de 10 minutes, on est des grandes bavardes. Hein. Surtout Domenico d'ailleurs. Mais bon, c'est pour ça qu'on t'aime. Juste 30 secondes, je voulais rebondir sur ce que Thomas avait dit. Il a dit que la Roma cette saison était affaiblie. Alors vraiment pas du tout parce que Zeman est arrivé et Zeman c'est tout pour l'attaque. Rien pour la défense et vu le recrutement qu'ils ont fait, la Roma, je pense pour le podium cette saison vont faire très mal. Explique aux gens qui nous écoutent que Thomas t'as dit ça en off parce que. Voilà en off, exactement. Pardon. Vas-y Stan, toi tu vois qui alors pour répondre à Chris aussi, le nul à 3-10 c'est au bout de 90 minutes donc. Redonne-moi les cotes. La Juve à 2, le nul à 3-10, Naples 3-40. Puis après, tu peux jouer la Juve par un but ou par 2 buts, Naples. Je vais mettre le Napoli. Il va jouer Naples à 3,40. C'est vrai que la cote de Naples est quand même assez haute. Hein. Donc, sachant qu'ils ont gagné 2 buts à 0 le dernier match au mois de mai. Hein. Donc ça, c'est un facteur à prendre en compte. Hein. Facteur psychologique. Alexandre, comme tu voulais. Moi, je vois Naples pareil gagner parce que comme je disais, la Juve a beaucoup eu d'internationaux, notamment italiens, qui ont participé à l'Euro, plus l'affaire du Calciomesse. Donc je vois la Naples gagner et pour juste finir sur Naples, il me semble qu'ils ont fait signer un joueur je sais pas s'il y avait 6 mois ou un an, un joueur qui s'appelait Vargas. Et qui est très prometteur. D'après ce que j'avais et qui est très prometteur et apparemment ça serait peut-être lui qui devrait remplacer Lavezzi. Apparemment c'est un jeune joueur, je crois il a 18 ou 19 ans. Normalement c'est très prometteur. Au registre, celui qui doit remplacer Lavezzi, c'est Insigne. Et Insigne qui a marqué quelques buts déjà dans les matchs amicaux. Celui qui a joué à Pescara la saison dernière, lancé par Zeman. Et Insigne, en tout cas, c'est quelqu'un qui a du grand talent. Et je vous donne rendez-vous en 2014 dans le mondial au Brésil. Et il va faire partie de la liste. Et Domenico, je dis pas une connerie, si je dis que Vargas, il a cassé la baraque il y a jadis, il y a 2 ou 3 ans à la Fiorentina, non? Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Ah, c'est pas le même. C'est un jeune joueur de 19 ans, mais il est prometteur apparemment. Je me disais, c'était. Et apparemment, d'ici 2 ans, ça devrait être un très très bon joueur de Naples. Surtout qu'à savoir, il y a eu moins de mouvements du côté de Napoli cette saison qu'à la Juve. À la Juve, cette année, ils ont recruté beaucoup de monde, dont Pogba, le français, juste pour faire un petit clin d'œil pour lui, qui a quitté Manchester United cet été et qui a signé chez eux. La Juve cette année ont un gros groupe, ils ont beaucoup de joueurs, ça va être très dur en tout cas d'avoir des automatismes. Pour moi c'est trop en fait, ils ont trop de joueurs et avec trop de joueurs ça va être dur en tout cas d'avoir des automatismes sur un match, ça va être très compliqué. Tandis que Napoli, eux, ils ont leur système de jeu, ils se sont renforcés exactement que ce soit en milieu offensif ou en attaque avec Pandev. Et Cavani qui revient des Jeux Olympiques puisque l'Uruguay s'est fait éliminer, ça tombe pile poil. Et Cavani, en tout cas, il a la compétition, il a le physique puisqu'il vient de disputer les Jeux Olympiques. Et toi, Chris, alors tu vois qui? Profites-en pendant que Domenico s'est arrêté, je vais couper le micro. Le nom de Vargas,
Il y a un jeune aussi Anderlecht, Vargas, qui va exploser dans cette année-ci ou l'année prochaine et qui va aller dans un grand club, j'en suis certain. Ronald Vargas. Hein. Donc, il faudra s'y faire avec les Vargas. Hein. Il y en a déjà un bon paquet. Il y en a déjà 3, ouais. Il y en a déjà 3 de plus ou moins connus. Moi, je vois bien Napoli. Franchement, ça va être vous avez été très, très complet là-dessus, donc je vais pas paraphraser ce que vous avez dit. Je rejoins un peu l'analyse de Domenico. Voilà ce qu'il a dit tout à l'heure par rapport à cela. Un petit mot aussi de Thomas, qui voit nul au bout des 90 minutes et qui sent et qui pressent la Juventus émerger aux prolongations. D'accord, bon, pour l'instant, je suis le seul à les avoir donnés d'ailleurs. Bon, voilà, on touche à la fin de l'émission. En tout cas, merci. Merci à Domenico pour ta page bobsleigh et curling. Hein. Je ne pensais pas que tu t'y connaissais autant. C'est avec plaisir. Juste un petit mot, le 15 août, match amical Italie-Angleterre à Berne. Et ça va être un beau match puisque Prandelli a pris pas mal de nouveaux joueurs. Dont Verratti, exactement. Verratti, Destro, Giaccherini, il a fait du monde. Gabiani, c'est vrai d'ailleurs, c'est dommage parce que tu aurais dû m'y faire penser. On l'aurait pronostiqué ce soir. De toute façon, ce qu'on fera dans la semaine, je mettrai sur la page de Avoprono et de RTS, on donnera ton pronostic pour le match et l'équipe d'Avoprono donnera son prono aussi parce que même si c'est un match amical, je pense que tu dois avoir des cotes. Plus c'est un beau match quand même. Hein. Italie-Angleterre, c'est quand même le huitième de finale du dernier, le quart de finale du dernier Euro. Un des quarts de finale. C'était un des plus beaux matchs qui s'est fini à 0-0. Ouais, c'est vrai. C'était même un des plus beaux matchs de la compétition. Moi, ça me fait penser à la Panenka de Pirlo et rien que pour ça, c'est un beau match. C'est bien reparti. Bon, c'est tout. Je vais remercier l'équipe. Déjà, je vais remercier celui grâce à qui l'émission a eu lieu parce que c'est lui qui hostait ce soir et qui est venu parler comme il aime tant le faire à l'antenne et c'était un plaisir de te recevoir, Chris. Merci d'être venu en tout cas. Oui. Merci à toi. Juste pour dire que pour le moment, la France mène 5-2 face à la Croatie demi-finale de handball. C'est en ce moment même, la finale du saut à la perche. Ménil et Lavinelli sont forcément toujours dans le concours. Et les États-Unis ont pris le large sur la Chine puisque le relais 4x100, les femmes, les sprinteuses 4x100 américains, vient de remporter la médaille d'or. Donc les États-Unis bien partis pour être la meilleure nation de ces Jeux Olympiques. Merci à toi, Xavier, de ton invitation. Et je donne rendez-vous demain. On t'entend mal là, Chris. Ouais. Juste pendant qu'on récupère ta connexion, je te redonne la parole après. Je vais remercier Alexandre pour ta première dans l'émission. Merci à vous de m'avoir permis d'intégrer l'émission à vos pronos. Rien. Et pour terminer, de vous dire que Montpellier. C'est un plaisir. Merci, que Montpellier à la mi-temps menait 0 et que ça reprend tout juste là. D'accord, merci. En tout cas, tu reviens quand tu veux. Pas de soucis, je reviendrai avec plaisir. Voilà, pour pronostiquer les matchs ou faire parler dans les émissions de football, parce que j'ai cru comprendre que ta vraie passion, c'est le football. Oui. Les autres, tu suis beaucoup moins. Bien sûr, le football, j'aime bien. Je regarde aussi le tennis, mais c'est vrai que le football, je suis énormément le football. C'est clair. Je vais remercier bien sûr Stan, mon collègue de Liberté pour les auditeurs, mon responsable dans Liberté pour les auditeurs, attention. Ouais, s'il te plaît, ne t'égare pas trop. Merci à toi, encore une bonne émission et merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Même si Jean-Michel Aulas n'aurait pas été content parce que c'est pas 4 minutes de temps additionnel que je vous ai fait, mais c'est 20 minutes. Donc c'est abusé là. Et merci. Et d'ailleurs, la personne peut-être à cause de qui on a fait 20 minutes de plus, parce qu'il a fait sa page italienne, Domenico. Ouais, attends, Non, mais je plaisante. Tu connais les Italiens, c'est toujours comme ça. Hein. Non, mais c'est un plaisir de t'avoir depuis le début d'Avoprono avec Anthony. Et c'est vraiment un plaisir de vous avoir et je suis vraiment content de t'avoir en direct et c'est super intéressant. Merci à toi et en tout cas j'espère que on n'a pas dit trop de bêtises sur les pronostics et que ceux qui nous écoutent auront la chance de gagner pas mal d'argent. Mais c'est clair que tout à l'heure je te chambrais, mais je suis mal placé pour ça. C'est très difficile quand même de pronostiquer, c'est pas évident. Et donc on essaye par les connaissances de chacun de vous aider dans les pronos, mais c'est pas toujours évident, c'est clair. Je remercie Thomas en off bien sûr qui a participé sans l'entendre parce que il nous écrivait des trucs qu'on vous relayait à l'antenne et
Donc merci à toi. En plus que grâce à toi, normalement, il y aura le podcast qui sera en ligne dès demain, avec les tableaux d'ailleurs, sur la page d'Avoprono et de RTS. Avec très bientôt un nouveau site d'ailleurs qui va arriver. Vous allez voir qu'il va être vraiment génial. Et on a hâte qu'il arrive pour vous et pour nous aussi, parce que ça va être un site qui va être super super. Et franchement, moi j'ai hâte qu'il arrive. Et bien sûr, maintenant je te redonne la parole, Chris. Tu peux annoncer pour demain, il me semble, l'émission des JO, et notamment il y a Beauvais, notre partenaire, qui reprend demain. D'ailleurs, Stan, si tu veux dire un petit mot sur Beauvais pour demain. 17h30 avant match, on repart de plus belle avec nos amis beauvaisiens. Bien sûr, c'est plus du national, c'est de la CFA. Donc en route pour la montée, dès 17h30, on aura sûrement Logan et Alex pour nous faire un petit topo de ce qui s'est passé cette saison, les arrivées, les départs, les objectifs et tout le tralala. Donc dès 17h30 demain. D'accord. Avec après un jour au jeu normalement. Je sais pas pour l'horaire, parce qu'il y aura sûrement l'après-match aussi, Stan. Ça, si on peut avoir des interviews, oui. Sinon, on verra demain comment ça va se passer. Mais en cas de victoire, on risque d'avoir quelques interviews quand même. De toute façon, au pire, c'est 17h30 l'avant-match. Le match est à 18h, et à 20h, soit il y a l'après-match si on a des interviews, et de toute façon, il y aura un jour au jeu qui aura lieu quand même demain, bien sûr. Logique. À toi, Chris. Chris est déjà parti, il s'en fout. Non, je pense pas. Non. Chris Allô? Vous m'entendez ou pas? Allô? Oui, moi je suis là. Ouais. Voilà, donc je te redonnais la parole. Vous m'entendez, les amis? Très bien maintenant. Ah, vous m'entendez de nouveau. Bon, tout ça pour dire que ça, c'est pas grave, ce sont les joies du direct. Tout ça pour dire donc deux précisions par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai été un peu euphorique avec Romain Ménil, il est éliminé tout à l'heure, tout comme Hooker. Une petite précision, le relais 4x100 masculin français. Ça recommence à... Chris Chris oui, deux petites pannes indépendantes de ma volonté. Mais, là, ça va un peu mieux. Ah oui, bon, ça va un peu mieux. Alors, croisons les doigts pour que ça tienne. Donc, Tout ça pour dire que, deux petites précisions. J'ai été un peu vite tout à l'heure en besogne. Romain Ménil a été éliminé, tout comme Hooker. C'est un record du monde pour le relais 4x100 américain. Et c'est aussi une des bonnes nouvelles de la soirée. Ce ne sera sans doute pas la seule. Franchement, ce ne sera sans doute pas la seule. Ouais, ça recommence. La bonne nouvelle, c'est pas ta connexion, malheureusement. Ça a l'air de... Elle a du mal à supporter la soirée, mais elle devrait être normalement dans de meilleures conditions demain, dès 17h ou 17h30, je crois que ce sera 17h30. 17h30 pour le live de la SBO, en tout cas pour l'avant-match, et un jour au jeu à 20h. Merci à toi de ton invitation. C'est un plaisir, Chris. Merci à toi. Et puis, on donne rendez-vous à demain à 17h30 à tout le monde. Et puis, bien sûr, pour toutes les émissions de RTS qui arriveront cette semaine. Exactement. Et donc, un jour au jeu, jusque dimanche inclus. Exactement. Bonne émission, bon week-end à tout le monde. Et puis, surtout, merci de votre fidélité. Et le podcast et les tableaux seront sur la page Facebook du RTS et de Avoprono demain dans la journée. Et merci à vous tous. Et à vendredi prochain.